J'encourage la créativité et l'erreur. J'adore quand les gens se trompent. Pour moi, ça veut dire qu'ils ont essayé quelque chose. Et puis c'est un peu Beckett, hein? C'est essayer, rater, essayer encore, rater mieux. Je trouve ça fantastique. Ben oui, parce que finalement, l'innovation vient de l'essai, de l'échec et puis de réessayer de nouveau. Aujourd'hui, on parle beaucoup des nouvelles technologies. Ouais, c'est la chercheuse qui parle là. Oui. Elle n'a pas peur d'aller Exactement. voir où ça disparaît. Exactement. Et puis, on a cette peur hein, d'échouer. Mais non, il ne faut pas avoir peur parce que finalement, si on a peur, ben, ça veut dire qu'on n'essaie pas. Et puis, si on n'essaie pas, on rate des opportunités. Donc, c'est dans ce sens-là où, sur mon style de leadership, oui, je prends de l'erreur. C'est paradoxal, hein, c'est assez contradictoire même. On veut que les leaders soient authentiques, mais quelque part, quand on a un leader qui est trop authentique, ça peut étonner par moments, puisque les collaborateurs sont en attente d'une certaine posture du dirigeant. Mais dès lors qu'on a dit le mot posture, on sort de l'authenticité. C'est-à-dire que la posture engage un masque, engage une façon d'être qui n'est pas nécessairement la pleine authenticité. Donc il faut arriver à trouver cette juste mesure entre ce qui est aussi attendu hein, par les collaborateurs pour être dans une position légitime, reconnue, etc. Et dans cette position d'authenticité. Et puis, il ne faut pas confondre les sujets. Hein, authenticité, ça ne veut pas dire qu'on est copains. Voilà, c'est pas ça. Hein. L'authenticité, c'est juste de se dire... moi, je viens au travail comme je suis. Je suis persuadée du rôle et de la responsabilité que nous avons tous à titre individuel, mais aussi en tant que dirigeante d'entreprise. Pour moi, l'entreprise doit être citoyenne. On a un rôle très fort à jouer. Donc, on parle de RSE, mais pour moi, ça dépasse la RSE, donc sur ce rôle sociétal et environnemental. On a un rôle citoyen. Dans l'industrie pharmaceutique, les médicaments sont financés par les deniers publics. Donc, quelque part, on se doit de redonner au système. Et puis, finalement, l'objectif hein, de nos métiers, de ce qu'on fait au quotidien, c'est d'apporter de la valeur ajoutée, d'apporter de l'innovation, d'apporter des solutions pour les médecins et pour les patients et pour le système de santé in fine. Donc ça, pour moi, c'est une responsabilité très forte. Nos métiers le veulent. Donc, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, puisque d'emblée, de par nos métiers, on apporte de l'innovation qui permet de traiter les patients. Donc, on joue ce rôle citoyen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Karine Lévesque, la DG de CSL Vifor. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Karine. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Je suis ravie d'être avec toi ce matin. Oui. C'est marrant que c'est la première fois qu'on se rencontre, mais j'ai l'impression que... tu casses très vite la glace. Est-ce que c'est ton petit accent québécois qui nous fait ça? Ah ça, je ne sais pas. Ce sera peut-être à toi de le dire. Je vais faire aller. Naturellement, je suis quelqu'un qui va facilement vers les gens et j'aime les gens. Donc, peut-être que c'est... C'est ça qu'on sent, alors. Karine, je suis hyper contente d'être avec toi aujourd'hui. Pour une raison un peu particulière, j'étais très curieuse en fait, de te connaître, de te rencontrer, parce que effectivement, t'es une personnalité qui est sur la scène de la pharma française, peut-être depuis assez récemment, je te connais en tout cas, mais il y a des sensibilités, des engagements que je trouve assez intéressants. Et j'avais envie de creuser ça chez toi. En particulier, récemment, tu as été nommée comme présidente d'une TULIP. Oui. Une association donc, de distribution de médicaments dans les pays en développement. Donc, c'est des choses qui attirent l'attention. On se dit, mais comment une personne comme ça en arrive là? On n'en arrive pas là comme ça par hasard. Hein. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été ancré chez moi, d'aller vers l'autre, cette forme de générosité. Les actions bénévoles, par exemple, de toute ma vie, j'ai toujours eu des actions bénévoles, que ce soit quand j'avais 16-17 ans, en faisant de la lecture à des personnes âgées, en allant passer des journées avec les enfants atteints de cancer. Donc, c'est quelque chose qui a été toujours très ancré chez moi. En étant étudiante,
j'avais mis en place un projet de sensibilisation aux études universitaires et à la recherche pour les jeunes de milieux défavorisés, où on accueillait 700 jeunes par été à l'université pour leur faire découvrir différents métiers. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours cultivé. Donc, finalement, Tulip, c'est pas par hasard. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée, dans la continuité de ce que j'ai toujours pu faire. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai choisi la santé depuis longtemps. Depuis l'âge de mes 20 ans, 18 ans, quand j'ai commencé mes études, la biologie, la santé, c'était quelque chose qui m'attirait. Et Tulip s'inscrit complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apporte des médicaments dans les pays qui sont en situation difficile. Tulip, c'est une association qui est juste fantastique. On ne se rend pas compte, c'est 3 personnes qui gèrent Tulip. Donc, Alexandre Laridon, directeur des opérations, Valérie Sénéchaud, qui est l'assistante, et puis Mohamed qui est à l'entrepôt, et puis il y a également Céline Koff qui est notre pharmacien responsable. C'est un établissement pharmaceutique, donc c'est assez particulier. C'est pas juste une association au sens où on l'entend généralement, donc c'est vraiment une entreprise en tant que telle, pas une entreprise mais une association qui a vocation d'apporter ces solutions. En 2022, 2023, on a importé 150 tonnes de médicaments dans les pays étrangers avec, de nouveau, je le répète, 3 personnes. Donc c'est fantastique. Donc, on repose sur des bénévoles, bien évidemment, une centaine de bénévoles. On vient en aide à une vingtaine de pays. On soutient une vingtaine d'organismes et tout ça est coordonné aussi avec le Centre de gestion de crise du Quai d'Orsay. Donc, c'est fantastique. Moi, je suis ravie de pouvoir contribuer à cette association et puis à la faire vivre et à la faire grandir. Génial. Et tu veux expliquer un petit peu, c'est quoi exactement? C'est des pays en situation de crise les crises, elles sont crise sanitaire, c'est tout type de médicaments? C'est quoi? Oui, c'est quoi? Elles sont multiples, les crises. Donc, il y a des crises, bien évidemment, de conflits, donc comme l'Ukraine, typiquement, ou encore Gaza. Il y a des crises qui sont plutôt climatiques, avec des désordres environnementaux catastrophiques. Il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu, par exemple, l'explosion d'un port à Beyrouth. Donc, c'est des situations comme celle-là où on intervient. Il y a également aussi des situations de pays qui sont pas nécessairement en crise, mais qui sont dans le besoin, où on apporte des kits d'urgence, donc avec des malles qui sont composés de médicaments qui viennent d'une liste établie par l'OMS. Donc, il y a une liste qui est préétablie. L'ensemble des produits qui sont apportés sont des dons qui émanent de l'industrie pharmaceutique ou de l'industrie du dispositif du dispositif médical. Donc, c'est assez particulier parce qu'au fond, il y a 3 associations comme celle-là en Europe. Il y en a une en Allemagne, une en Angleterre et une en France, qui est Tulip. Et Tulip est la seule qui est soutenue exclusivement par l'industrie. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est quoi? C'est les industriels qui donnent des produits quand je fais ça? Exactement. Les industriels soit donnent des produits ou soit donnent des dons financiers qui nous permettent, eux, d'acheter les produits qui font partie de la liste. De la liste, oui, tout à fait. Et après, c'est redistribué, c'est les réseaux locaux après qui vont... Exactement. D'où l'importance d'avoir des bonnes relations avec les ONG en local. Les ONG sont auditées, donc on ne travaille pas avec n'importe quelle ONG pour s'assurer justement que les médicaments arrivent à bon port, que ce soit à l'hôpital ou dans les centres de soins localisés. Et puis par moment, on a besoin d'interagir effectivement avec les militaires qui, eux, vont pouvoir, dans les situations de guerre, de conflit, vont pouvoir aller au lieu où les médicaments sont nécessaires, lieux par moment qui deviennent malheureusement inaccessibles aux ONG locales. D'accord. Merci beaucoup. Je ne connaissais pas. Donc, ça nous permet d'avoir une petite explication, une petite culture de ce qui se passe avec ces ONG, avec ces médicaments. Aujourd'hui, tu travailles chez CS7 Vifor. Je vais encore te faire raconter c'est quoi cette entreprise, c'est quoi cette organisation. Mais est-ce que tu veux raconter, est-ce que tu veux en parler de c'est quoi leur métier, c'est quoi le temps de l'entreprise aussi? Oui, tout à fait. Je sais pas, les perspectives, la vision. CSL Vifor, c'est une entreprise qui est en mouvance déjà.
Moi, j'ai joint cette entreprise il y a maintenant 7 ans, à différentes fonctions. Hein. Donc, au départ, au Market Access, ensuite la stratégie qui englobait le marketing, le SFE, le BI. Ouais. Et puis maintenant, je suis directrice générale depuis 3 ans. Et j'ai vu l'évolution de cette entreprise. Donc, au départ, nous étions Vifor. Vifor, c'était une entreprise de 2400 collaborateurs au niveau mondial. Et en 2022... Expert en fer. Expert en fer, voilà. Iron Company, comme on dit. Donc, Vifor était, ou est toujours, spécialisé dans la prise en charge de la carence partielle, de la néphrologie et des maladies rares. Donc, c'est vraiment là vers quoi on cible nos efforts. Et en 2022, il y a CSL qui a racheté Vifor. Donc, CSL, c'est un groupe de 30 000 personnes. Donc, 2400 collaborateurs versus 30 000 collaborateurs. On a vraiment changé de dimension aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, on est en train de traverser cette période de transformation, d'intégration. Les intégrations ne se font pas du jour au lendemain. Donc, c'est des processus de changement qui sont longs et lents. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette dynamique de construction d'entreprise. D'accord. Et c'est quoi, du coup, en fait, comment Vifor qu'est-ce que Vifor apporte à CSL? C'est quoi le nouvel équilibre qui se dessine, du coup? C'est une diversification. Hein, très clairement, CSL, à la base, c'est Kyrus qui fait du vaccin. C'est Behring qui commercialise des produits dérivés du sang. Ouais. Et CSL Plasma. Donc, Plasma n'existe pas en France puisqu'on a le FS. Donc, c'est toutes les entités qui sont responsables de la collecte des plasmas pour ensuite produire les médicaments qui sont dérivés du sang. Donc, on a vraiment 4 unités qui sont différentes, des entités commerciales qui sont différentes. Donc, Vifor apporte vraiment une diversification au modèle de CSL. Oui, tout à fait. Et une dernière question, parce que j'aime bien un peu ces histoires de mariage, de culture. Comment ça se... Est-ce que tu es déjà capable d'en parler de... Quelle est la différence de culture? Quelle est la culture qui s'installe? C'est peut-être un peu tôt. Oui, non, il y a vraiment une vraie différence de culture. Et évidemment, je pense que cette différence, je ne sais pas si on peut l'asseoir sur une différence de culture ou si on peut l'asseoir sur une différence de taille d'entreprise. Ouais. Parce que finalement, en intégrant un groupe de 30 000 collaborateurs, on est beaucoup plus processé que ce qu'on pouvait l'être dans une entreprise de 2400 collaborateurs. Chez Vifor, on avait une culture très intrapreneuriale où finalement, chaque filiale avait son footprint particulier, ce qui aujourd'hui a tendance à un peu disparaître avec cette volonté d'avoir un axe stratégique très fort qui descend du global et qui ensuite est appliqué dans les filiales. Mais je veux dire, c'est rien de nouveau ce que je suis en train de dire. C'est quand même clairement les modèles qui sont vus dans les entreprises pharmaceutiques qui sont beaucoup plus grandes. Donc aujourd'hui, on est dans cette mouvance où cette capacité à avoir une identité de filiale très indépendante et très autonome disparaît peu à peu. Mais ceci étant dit, je considère que toutes les filiales ont leur propre identité et que l'identité, elle est faite des gens qui composent cette entreprise et puis de la manière dont les gens opèrent au quotidien. Donc, bon an, mal an, je suis persuadée que le CSL Vifor France va garder son identité, sa singularité. Et puis, en tout cas, moi, ça me tient à cœur de garder cette singularité parce que nous sommes tous uniques en tant qu'individus. Donc, en tant que filiale, on est aussi unique. L'Espagne n'est pas la France n'est pas l'Italie, etc. Et ça fait 4 ans là, que tu es à cette position, tu vois le changement. Et toi, c'est quoi ce que tu as envie de garder? C'est quoi la singularité que je sais pas, que tu as construite ou sur laquelle tu as hérité et que tu aimes en fait? Ce que j'aimerais continuer à impulser dans la filiale, c'est cette capacité à rester authentique, à se dire les choses et puis à avancer collectivement. Je crois beaucoup en la force du collectif. Il n'y a pas de succès individuel pour moi, très clairement. En même temps, ce que je dis là, ça s'applique aussi dans d'autres pays, mais chacun le véhicule à sa manière, avec son grain de sel particulier. Mais je pense qu'au niveau de la filiale française, on a cette valeur qui est très forte, cette valeur du collectif, où chaque département interagit avec l'autre. On est dans une société qui aujourd'hui est très individualisée. Où chacun y va de sa... Globalement, quoi. Oui, globalement. Les gens sont très centrés sur eux-mêmes et puis de réussir à faire interagir les gens, pour moi, c'est la clé du succès parce que finalement, c'est ce qui fait
qu'on ne travaillera pas en silo et qu'on va pouvoir travailler de manière intégrative. Et puis, c'est ça qui fait la force aussi et puis l'efficacité et la performance d'une entreprise. Hein. Puis, quand je parle de performance, je ne parle pas que de performance financière parce qu'en définitive, c'est pas ça qui est intéressant. La performance, c'est ce qu'on apporte en valeur ajoutée pour les patients et puis pour le système de santé. Ouais. Écoute, c'est hyper intéressant que tu embrayes là-dessus parce que si on revient un peu à qui tu es, les débuts de Karine, c'était vraiment être chercheuse. Oui. Est-ce que tu veux nous replonger dans ce moment, cette époque où tu étais dans les années, je sais pas, 90 Exactement, 90. Donc, passé de chercheur, oui, j'ai fait presque 10 ans de recherche fondamentale sur le VIH. C'est des années qui étaient absolument fabuleuses. Ça m'a beaucoup plu. Je suis quelqu'un qui est très curieux. J'adore apprendre. Donc, finalement, quand on s'inscrit dans un parcours de recherche, ben, l'idée, c'est d'aller au bout du sujet pour vraiment bien comprendre ce qu'il y a derrière ce qu'on fait. 10 années de recherche fondamentale, évidemment. C'était quoi à l'époque? C'était quoi? Il fallait faire avancer la science pour essayer de trouver des médicaments, parce qu'il y en avait pas. Ah, bien complètement. Dans les années 90, il y avait l'AZT qui venait de sortir, il y avait le 3-TC. Donc, c'était les 2 premières molécules contre le VIH. Je me souviens, l'AZT, c'était une pilule qui était grosse comme le bout du pouce. Donc, je veux dire, en termes d'innovation, on voit qu'au cours des années, il y a quand même eu des innovations majeures qui sont intervenues avec des médicaments combo, avec des trithérapies qui sont... Maintenant, j'ai plus suivi toutes les technologies ou toutes les innovations qui sont arrivées pour le traitement du VIH. Bon, je sais qu'il y a des essais sur la vaccination, etc. Mais on voit qu'il y a quand même eu énormément de progrès. Moi, à l'époque, j'étais sur les mécanismes de réplication du virus pour essayer de comprendre comment on pouvait stopper la réplication du virus. Donc, on s'inscrivait vraiment dans de la recherche fondamentale de base. C'est absolument passionnant. Puis c'est d'ailleurs ce qui m'a amené aujourd'hui à vouloir passer, comme on dit en anglais, from the bench to the patient, donc de la paillasse au patient. Donc, c'est ce qui m'a amené à faire le métier que je fais aujourd'hui. Puis, ce qui est assez paradoxal, parce qu'à l'époque, quand on est en recherche, on est super expert. Et puis, dans la position que j'ai aujourd'hui, je suis hyper généraliste. Donc, j'ai évolué. En général, les gens font le processus inverse. Hein. On part d'une position peut-être un peu plus généraliste pour devenir de plus en plus expert, alors que j'ai fait complètement le chemin inverse pour aller vers une forme de généralité où j'embrasse l'ensemble des sujets, mais sans être experte d'aucun de ces sujets. Ce qui est parfois difficile pour moi, je dois dire, parce que je suis quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, j'aime aller au bout des sujets. Je veux dire, quand je faisais de la recherche fondamentale, on était 2 experts au monde à travailler sur la protéine sur laquelle je travaillais. On avait comme 2 experts mondiaux. C'est quand même impressionnant. Moi, ça m'impressionnait. Puis après, si je reviens sur la question de l'individualité, en recherche, on est quand même aussi seul face à nos problématiques. Et puis, j'ai fait quand même le constat que on est en compétition les uns les autres. Et puis, quelque part, je trouvais ça dommage. Ça m'attristait profondément de se dire qu'on est dans une mondialisation où on pouvait avoir des échanges de données avec les autres chercheurs, les autres laboratoires. Et puis, les collaborations ne se mettaient pas forcément en place parce que le milieu de la recherche, c'est un milieu qui est compétitif. On doit publier, la publication amène les subventions, etc., etc. Mais c'est des années qui étaient pour moi absolument fabuleuses. Et puis, ce que je préférais le plus, c'était de faire des revues de littérature pour essayer de faire des liens de cause à effet, pour essayer de poser les questions futures auxquelles j'aimerais répondre. C'était vraiment ce que je préférais. Du coup, aujourd'hui, tu es très loin de ça. Tout à fait. Tu as complètement retourné la table. Tout à fait. Et tu te sens quand même, je sais pas, à l'aise. Du coup, comment tu t'es construit en fait pour petit à petit, en fait, je sais pas, c'est dézoué. Oui, en même temps, je trouve mon compte. Hein. J'imagine. Oui, parce que étant très curieuse, d'aller au bout d'un sujet, certes, c'est intéressant, mais finalement, en allant sur un seul sujet, on occulte les autres sujets. Donc, cette position de généraliste me permet de toucher à plus de sujets et puis finalement de rassasier cette curiosité qui est vraiment très forte chez moi. Moi, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin d'apprendre au quotidien. La journée réussie, pour moi, passe par est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui? Du coup, chaque jour,
Chaque jour, j'arrive à trouver. Exactement. Et puis les jours où j'apprends rien, ou même il y a des semaines où finalement on n'apprend rien, ben, j'ai une forme de vide. Et puis je vais essayer de me nourrir par ailleurs, donc que ce soit par la culture, par la littérature, par l'art, par des lectures diverses et variées, parce que j'ai ce besoin de toujours apprendre quelque chose. T'as compris ça chez toi Très tôt. Et tu comment très tôt, c'est vrai. Très tôt. Comment ça s'est passé? Très tôt. Ma première grande déception de vie, je devais avoir 13 ans, je pense. C'est le jour où j'ai réalisé que je ne pourrais pas tout savoir. Ouf, ça a été un choc, mais absolument hyper violent, parce que le savoir est infini. Et puis, bon, étant quelqu'un de positif et optimiste de nature, j'ai vite converti cette déception en quelque chose de positif pour rebondir et le transformer en opportunité. Et je me suis dit, mais en fait, c'est fabuleux, je vais toujours pouvoir apprendre. OK. Voilà. Donc, mais vraiment, je me souviens très bien, hein, ça a duré peut-être un mois où j'étais mais complètement déprimée. Je me dis, non, mais moi, je pourrais pas tout savoir, c'est pas possible, il y a trop de choses. Et puis, quand on voit l'accélération de la connaissance et de tout ce qu'il y a aujourd'hui, ça devient un gouffre encore plus important. Et puis, au final, il faut pas s'accrocher à ça. Ben non, aujourd'hui, on a, comme on dit, de l'infoboulimie, là, on est submergé d'informations. Donc, il faut être capable de faire le tri d'une part, et puis de pas toujours justement être confronté à cette immensité d'informations, parce que on a besoin aussi d'avoir une certaine forme de paix cérébrale par moment. Notre cerveau, il est pas fait pour être dans la productivité continue. Hein. Notre cerveau, à la base, il est fait pour... c'est instinctif, hein, il est fait pour survivre. Donc, le savoir ne fait pas nécessairement partie de la survie. Voilà. Merci pour ça, ça me fait une belle transition parce que j'ai envie de parler du thème en fait de cette saison, qui est de convaincre dans un monde qui change. Oui. Je pense que un monde qui change, j'entends beaucoup parler d'un monde qui s'accélère, mais c'est vrai que il y a aussi le monde où on a besoin des pauses. Ouais. Là, tu parles des besoins en fait un peu vitaux des gens. Tu parles de la curiosité qui peut être insatiable, des moments de paix. Oui. Est-ce que... Vas-y, je te laisse... Il y a plein de choses à dire, c'est un sujet qui est passionnant. Déjà, le changement. Qu'est-ce que le changement? Ça, c'est une question qui est fondamentale. On dit « change is the norm ». Franchement, on n'a rien inventé. Hein. Au 6e siècle, avant Jésus-Christ, tu avais des philosophes grecs qui s'intéressaient à la question. Et puis déjà, Héraclite, par exemple, posait la question du changement sur cette idée de la rivière où ou du fleuve, tu te baignes dans un fleuve. Le fleuve n'est jamais vraiment le même puisque l'eau a coulé. Et puis l'homme, par nature, par définition, est en évolution, est en changement. Mais malgré tout, le fleuve reste le fleuve et puis l'humain reste l'humain. Donc, dans le changement, il y a aussi une forme d'immuabilité de l'être, de la chose, de tout ce que nous sommes. Donc, il faut, je pense, arriver à... Mais aujourd'hui, ce changement, il est un peu plus, je sais pas, brutal. Je suis moyennement d'accord avec ça. Ben non, parce que si on se reporte à l'époque où les voitures sont apparues, je pense que c'était tout aussi brutal. Donc, je pense que chaque époque conçoit les changements comme étant quelque chose de brutal et puis il va de notre capacité d'accepter ce changement. L'homme a été fait pour vivre dans ce changement, dans l'évolution. On est un peu... notre capacité d'adaptation qui est là. Après, l'adaptabilité, c'est un mot qu'on entend beaucoup, énormément. Finalement, comme si c'était le leitmotiv de notre quotidien. On doit s'adapter à tout. Je pense qu'on doit peut-être pas non plus s'adapter à n'importe quoi. Je vais prendre la métaphore je crois que c'est Romain Gary, là, sur le caméléon. Donc, le caméléon, tu le mets sur une couverture verte, il va devenir vert. Tu le mets sur une couverture bleue, il va devenir bleu. Puis tu le mets sur une couverture à carreaux, il va exploser. Donc, s'adapter, oui, mais je pense qu'il faut aussi mettre le curseur sur sur quoi on veut s'adapter. Et puis, ça reboucle sur cette question de se poser. Je crois qu'on a aussi le droit à la lenteur. Et puis, tous les gains de productivité qu'on a aujourd'hui en lien avec les nouvelles technologies, par exemple, comment utilisons-nous ces gains de productivité? Est-ce qu'on les utilise pour produire davantage ou est-ce qu'on les utilise pour se poser puis essayer de donner plus de sens, de redonner du sens? Donc, ça revient à la question du leadership en période de changement. Il faut trouver les ressorts de comment
transposer cette période qui est assez, qui est fantastique. Hein. Je veux dire, il y a des innovations qui sont juste merveilleuses. Hein. On pense à l'intelligence artificielle, on pense à la mise en commun des bases de données. C'est au niveau médical, au niveau santé, on peut transformer nos systèmes de santé de manière très efficace et arriver à mieux traiter les patients, à être plus rapide dans cette capacité à atteindre nos objectifs. Mais il faut aussi être capable de prendre du recul sur ces gains de productivité et puis s'accorder un droit à la lenteur, je pense. Et puis, c'est pas que au niveau des entreprises, je pense que c'est à titre individuel. Hein. Tout va vite et puis il faut savoir qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Parce que finalement, de s'engager dans l'action pour l'action, ça n'a aucun sens. Je suis donc je fais. Oui, on se définit par nos actions, mais on doit se définir par des actions qui sont coordonnées, qui sont pensées, qui sont réfléchies pour atteindre un objectif qui fait sens. Et du coup, ton rôle aujourd'hui, tu penses que ça, c'est aussi de montrer, je sais pas, c'est l'exemple là-dessus. Toi, par exemple, comment tu fais pour, je sais pas, pour faire l'éloge de la lenteur de ton côté? C'est très difficile. Non, mais c'est une très bonne question. Et puis, c'est difficile parce qu'en plus, je suis absolument pas exemplaire sur le langage. Je suis quelqu'un... faut juste écouter mon débit de parole. Je suis quelqu'un qui suis rapide. Donc, je vais vite. J'aime quand ça va vite aussi. C'est quelque chose qui m'énergise. Donc, d'être exemplaire là-dessus, c'est difficile pour moi, très franchement. Mais franchement, je reste persuadée que la lenteur a son importance. Bon, autant dans l'action, je peux être rapide, mais on est tous l'opposé de ce qu'on est. Hein. On est tous faits de contradictions. Je suis aussi étonnante que cela puisse paraître. Je suis très contemplative aussi par moments. Donc, c'est dans ces moments où finalement... oui, complètement. Je suis une grande romantique, poétique, contemplatrice, amoureuse de la nature. Donc, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça probablement parce que j'ai cette vitesse et puis cette espèce de maelstrom qui nous emporte au quotidien, qui fait qu'on a tous besoin de se poser. Et puis, je trouve cette manière de me réénergiser dans la lenteur. OK. C'est passionnant. Je l'aurais pas... en effet, je l'aurais pas dit comme ça. Mais du coup, c'est vrai que toi, en tant que leader aujourd'hui, c'est des choses que, je sais pas, est-ce que tu fais attention, je sais pas, mettre des garde-fous, ou ce que tu demandes aux gens, ou la manière dont tu, je sais pas, évalues, ou... C'est drôle que tu poses la question comme ça parce que c'est ma zone de travail, très clairement. C'est d'être capable de mettre le bon tempo pour que les équipes suivent derrière. Bon, maintenant, avec mes équipes, c'est clairement identifié. C'est un sujet dont on parle très librement. Donc, quand ça va trop vite, on sonne la cloche et ça ne pose pas de problème. De toute façon, je trouve que dans une entreprise, on doit fonctionner sur des feedbacks constructifs, des feedbacks positifs, oui, certes, mais des feedbacks constructifs qui nous permettent de s'améliorer. Je crois qu'on doit toujours être à la recherche de devenir un peu meilleur chaque jour. Il y a peut-être pas là-dessus. Voilà. Donc, personne n'est pas fait. Non, exactement. Oui, il y a des gens qui se remettent pas en question. Ça existe. Moi, je fais partie des gens qui se remettent énormément en question. Donc, cette question de la lenteur et de la capacité à engager les tempo, en tout cas, je sais pas si c'est en tout cas un rythme, quoi. Mais bien sûr, il n'est pas toujours effréné. Un premier de cordée en montagne, il doit marcher à la vitesse du dernier. Autrement, la cordée n'arrivera pas, c'est pas possible. Donc, très clairement, c'est un sujet que j'ai à l'esprit. Maintenant, entre avoir le sujet à l'esprit, en être conscient, c'est une chose. Comment maintenant l'activer et le mettre en pratique, c'est pas toujours simple. Hein. On revient très rapidement vers nos réflexes naturels. Non, mais après, c'est, je pose la question juste en toute simplicité, parce que je trouve que c'est des notions que j'entends aussi, en fait, de plus en plus aussi, ce côté se poser, atterrir. Effectivement, quand on est un leader, on a plutôt tendance à foncer, à avancer. Et du coup, c'est juste des moments de curiosité, de réflexion, de voir comment ça s'applique au quotidien, parce qu'en plus, tu parles beaucoup, effectivement, des individus, d'un collectif. En fait, comment tu vois ces choses aussi? Comment tu vois la place de l'individu dans un collectif? Comment tu regardes tout ça? Ah, c'est une question intéressante.
Je pense que le collectif doit réussir à donner la place à chaque individu, mais chaque individu doit être suffisamment responsable pour trouver sa place dans le collectif. D'accord. Donc, ça tourne un peu en rond. Mais c'est le collectif qui mène. Ah oui, pour moi, c'est fondamental. Je veux dire, seul, tu fais rien. Pour moi, il n'y a pas de réussite individuelle. Et puis, Quand tu regardes un résultat, c'est... pour moi, le résultat, il n'est que collectif. D'ailleurs, c'est un petit point de critique que je peux avoir par moment, c'est que j'ai peut-être tendance à pas suffisamment reconnaître les efforts individuels, mais plutôt à reconnaître les efforts collectifs. Et puis même à un point que par moment, je reconnais pas les efforts en m'incluant dedans. Je vais dire aux équipes, vous avez réussi en m'excluant moi-même de ce résultat, puisque je considère que c'est les équipes qui ont réussi. Donc non, le collectif, pour moi, c'est fondamental. Et puis ça vient du lien social. Non? Si on revient sur la période de changement, on connaît des changements aussi, même au niveau de la structuration du travail dans l'entreprise, qui sont assez forts. Donc, on a connu, évidemment, le confinement en 2020, mais qui a amené quand même un autre rapport au travail. Et puis, quand on regarde les statistiques aujourd'hui sur le rapport au travail des Français, je n'ai pas les chiffres précis en tête en termes de ranking, donc je vais dire des chiffres qui sont approximatifs. Il y a 10 ans, le travail était dans les 2 premières places en termes de valeur. Aujourd'hui, le travail est en 5e ou 6e place. Donc, c'est ces chiffres qui sont à revoir précisément. En tout cas, on voit bien que le rapport au travail il a changé. Mais quelque part, je comprends, l'individu a besoin de se recentrer, de trouver du sens, etc. Mais dans nos entreprises, avec toutes les technologies qui ont été mises en place, finalement, on ne crée plus le lien social comme il existait auparavant. Et puis ça, c'est un sujet sur lequel, moi, je trouve qu'on a une responsabilité en tant que leader d'essayer de garder cette unité du collectif malgré les mutations qui existent aujourd'hui au niveau du travail. C'est-à-dire faire que les gens existent, retrouvent un sens, mais qu'il y a une dimension supplémentaire qui se crée quand même. Exactement, au regard du collectif. C'est-à-dire que le télétravail, c'est bien, mais honnêtement, à titre personnel, je suis pas persuadée que ce soit si bien que ça. C'est sûr qu'au niveau individuel, on y trouve son compte. Bon, le midi, tu peux faire une lessive, tu peux aller faire des courses, tu peux aller chercher ton enfant plutôt à l'école, et puis on regarde la vie personnelle, c'est très bien parce que ça permet de trouver un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc ça, je veux dire, je remets pas ça en question. Je remets pas non plus en question la capacité à faire des collaborateurs en étant en télétravail. Ça n'a jamais été un sujet. Les collaborateurs sont suffisamment engagés, impliqués. On a la chance d'évoluer dans une industrie qui fait sens, qui apporte de la valeur. Je veux dire, on guérit des pathologies, donc je pense qu'on sait pourquoi on se lève le matin. Donc c'est pas là-dessus non plus. Mais maintenant, en étant moins ensemble, la dynamique du collectif elle est plus difficile à créer. Donc, quand exactement. Donc, quand on mise beaucoup sur l'effort et puis la réussite collective, il faut que les gens puissent se réunir pour créer du lien. Le lien social, c'est fondamental. Demande un effort. Exactement. Demande d'aller vers l'autre, mais au final. Exactement. Et c'est quelque chose que, désolée, je te repose encore la question. Toi, personnellement, du coup, je te fais des réponses de politique, c'est ça, je réponds pas à ta question. Non, mais bon. Je sais pas, toi, quand tu me dis que tu vas beaucoup vers les autres, c'est comment tu fais en fait personnellement tu vas au bureau, tu contactes beaucoup les gens. Moi, souvent, je dis je suis un dirigeant de couloir. Donc, je passe la personne dans les couloirs. Mais bien sûr, moi, à tous les jours, je dis bonjour à tous. Bon, je suis pas dans une entreprise de 3000 collaborateurs, donc ça rend les choses possibles. Mais à tous les jours, je dis bonjour à tous les collaborateurs. Puis à tous les soirs, je dis au revoir à tout le monde. C'est un petit geste, mais ça me permet aussi de voir que, il y a des fois, il y a des signaux faibles. On peut les détecter en discutant avec les gens. La pause café, j'échange un peu avec les gens pour essayer de comprendre et puis de sentir et de savoir quelles sont les préoccupations des collaborateurs. Donc là, ça te permet d'aiguiller ensuite pour... mais complètement. Puis pour moi, c'est essentiel. Donc ça, il y a ça. Ensuite, de manière très naturelle, moi, je vais vers les gens. Je prends contact très facilement avec mes pairs.
j'ai changé souvent de métier. J'ai commencé en étant consultant. Ensuite, j'ai été dans le dispositif médical. En accès au marché, je me suis fait un réseau accès au marché. Ensuite, j'ai basculé côté industrie pharmaceutique accès au marché. Les réseaux, c'était pas les mêmes. Donc, j'ai recréé un réseau. Ensuite, je suis devenue directeur général. Quand tu es directeur général, ton réseau accès au marché, c'est bien, mais tu as besoin aussi de connaître des pairs pour échanger, pour discuter, pour te challenger toi-même dans tes propres décisions. Donc, ça m'a amené à aller vers l'autre et puis à rencontrer mes pairs. Et puis, de manière très naturelle, je rencontre énormément de gens qui me sollicitent via les réseaux sociaux. Je devrais peut-être pas dire ça parce que je vais recevoir un nombre de sollicitations, mais je refuse très rarement des sollicitations, des gens qui sont en recherche d'emploi, des gens qui ont besoin juste d'échanger sur mon parcours professionnel. Je mentor des jeunes, je mentor quelques jeunes qui ont besoin d'être accompagnés sur des problématiques en lien avec leur travail, soit ils veulent avoir une promotion, soit ils ont des problématiques managériales compliquées. Pour moi, c'est un devoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, aller vers l'autre, c'est bien quand tu crées pour c'est quoi? C'est à la fois te nourrir, comprendre et... on donne et on reçoit. Ouais, c'est ça. Très clairement, pour moi, c'est un échange qui est gagnant-gagnant. Je pense être quelqu'un d'assez généreux, mais je pense aussi recevoir énormément de tous ces échanges. Et puis, pour moi, c'est fondamental. Donc, pour revenir sur le travail et puis l'entreprise, je pense que oui, il faut avoir une proximité aux collaborateurs. Et puis, je le dis souvent. Oui, c'est un effort, en fait. Je veux dire que c'est des choses que tu fais... Non, pour moi, c'est pas un effort, c'est assez naturel. Je pense que pour être un bon manager, là, si on enlève la question du leadership et puis on redescend au niveau du management, il faut aimer les gens. Il faut fondamentalement aimer les gens. Donc, en ayant ce regard sur les autres et puis cette écoute sur les autres, on peut aller plus loin parce qu'on les comprend. Bon, après, dit comme ça semble facile. Chaque individu est singulier. Donc, on doit aussi réussir à créer cette relation. Donc, c'est pas si simple que ça au quotidien. En le disant comme ça donne l'impression non, mais management parfait. Non, je suis loin d'être parfaite. Non, mais au moins, c'est une envie intime, personnelle d'aller chercher les autres. Ouais. D'aller comprendre, quoi. Puis je me nourris de ça. Moi, j'ai besoin... j'étais très malheureuse, moi, pendant la période de confinement. Et puis, quand ce confinement a été terminé, j'ai fait vite revenir les gens au bureau. Non pas, comme je le disais tout à l'heure, par manque de confiance sur la capacité à travailler. Je vais le dire de manière, comme je le pense, mais de manière un peu égoïste, parce que j'avais besoin de cette présence, de ce collectif, de cette appartenance aussi au collectif. Oui, mais je trouve ça intéressant de le dire comme ça, de se dire... En fait, c'est juste un sentiment hyper humain et parfois, en fait, c'est tout le monde qui en a besoin et en fait, c'est précieux. En fait. Ah, tout à fait. Précieux de se mettre sur la table et il n'y a pas de mal d'expliquer que c'est... Puis même pour aller... c'est l'anecdote, mais le premier jour où j'ai entendu des gens rigoler à l'espace cafétéria... J'étais tellement heureuse parce que je me disais, les gens sont là, ils sont heureux. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'avait... je m'en souviens encore, ça m'avait profondément heureux. T'as une grande connexion aux autres, quoi. Oui. En fait, ça te rend heureuse, quoi, quand les gens sont en harmonie. L'harmonie, oui, tout à fait, l'harmonie, ça m'évoque une discussion que j'ai eue avec une grande personne qui m'a dit est-ce que ce besoin très très fort d'harmonie n'impacterait pas ton leadership par moment? Parce que finalement, ça m'a tourné dans la tête pendant un certain temps, même encore, puisque j'en parle. Et je le remercie d'ailleurs de m'avoir dit ça, parce qu'il faut toujours se remettre en question. Et effectivement, quand on dirige une entreprise, cette harmonie absolue n'est pas nécessairement possible. On ne peut pas réussir à combler les besoins individuels de tout un chacun. On doit s'inscrire dans un besoin collectif qui dépasse. Ça, en fait, t'es à l'aise avec ça, mais... Oui. Tout à fait. L'harmonie de chacun, ça te préoccupe, en fait. Ah, complètement. Du coup, est-ce que tu serais capable de nous décrire ton style de leadership, peut-être? Mon style de leadership? Je suis quelqu'un... Je pense que ça se ressent, mais absolument authentique. Je sais pas faire autrement.
Je prends l'autonomie très très fortement. J'encourage la créativité et l'erreur. J'adore quand les gens se trompent. Pour moi, ça veut dire qu'ils ont essayé quelque chose. Et puis, c'est un peu Beckett, hein. C'est essayer, rater, essayer encore, rater mieux. Je trouve ça fantastique. Ben oui, parce que finalement, l'innovation vient de l'essai, de l'échec, et puis de réessayer de nouveau. Aujourd'hui, on parle beaucoup des nouvelles technologies. C'est la chercheuse qui parle, là. Oui. Elle n'a pas peur d'aller Exactement. d'aller voir et tout ça disparaît. Exactement. Et puis, on a cette peur hein, d'échouer. Mais non, il ne faut pas avoir peur parce que finalement, si on a peur, ben, ça veut dire qu'on n'essaie pas. Et puis, si on n'essaie pas, on rate des opportunités. Donc, c'est dans ce sens-là où, sur mon style de leadership, oui, je prends l'erreur. Maintenant, tout le monde n'est pas prêt à se lancer et essayer à faire des... Ça peut être déstabilisant hein, de se dire ça y est, j'y vais et puis je tente. On a tous envie de réussir, d'aller à l'échec, c'est pas simple. Mais je crois surtout on a envie d'avoir quelqu'un qui nous récupère si on fait un échec. Exactement. Puis je pense que c'est la recherche hein, qui m'a appris cette capacité à échouer. Quand on pose des hypothèses en recherche, on y travaille durement et puis au final, des fois, au bout de 6 mois, on se rend compte que ça fait 6 mois qu'on travaille pour absolument rien, puisque l'hypothèse s'est avérée fausse, donc on doit partir sur une autre piste. Donc ça, c'est la manière négative de voir. La manière positive, c'est de se dire, bon, finalement, grâce à ça, j'ai pu avancer sur une autre piste qui, elle, a été meilleure et qui m'a amené à la réussite. Donc, je pense qu'il faut... À ce moment où tu changes en fait d'avis, c'est juste de se dire ok, c'est pas grave, ou c'est de se dire ok, faut pas rester trop longtemps dans le droit qui est une impasse, ou c'est... ça c'est quelque chose qui pour moi est très facile. Parce que c'est valable, c'est valable pour tout le monde, je pense tout le temps dans la vie de dire ok, on fait un choix, mais après au bout de combien de temps on se dit mais oui, non, mais ça, c'est sûr. Bon, après, il faut avoir un peu de recul et puis il ne faut pas s'obstiner. C'est-à-dire que c'est comme la queue au supermarché. Hein. Tu prends une queue, puis là, d'un coup, tu vois que la queue de droite avance un peu plus vite. Alors, bien sûr, je n'ai pas pris la bonne queue, mais est-ce que je change de queue ou est-ce que je reste dans cette queue-là? Voilà, donc c'est un petit peu cette cohérence avec nous-mêmes. On ne sait pas, non, je me suis mis dans cette queue-là, je vais rester dans cette queue-là. Donc, c'est là où la question de la remise en question, elle est fondamentale. Il faut être capable de se remettre en question, de dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et puis, si je n'ai pas fait le bon choix, allons vers une option B. Et ça, c'est quelque chose... Avec un learning. Exactement. Et du coup, tu disais, oui, c'est toi, ça va très vite. Oui, cette étape. Oui. Puis des fois, ça va peut-être trop vite, justement, pour les collaborateurs parce qu'ils ne comprennent pas comment... Okay. T'as déjà fait une conclusion il y a des moments où je me rends compte rapidement que je me suis trompée. Je veux dire, moi, j'ai pas du tout de difficulté à dire non, mais là-dessus, j'ai été mauvaise. Ça a été une mauvaise décision. Voyons comment on peut faire mieux. J'ai pas d'orgueil là-dessus. Oui, j'ai une forme d'humilité où, collectivement, je suis capable de dire à tous les collaborateurs, je me suis trompée. Donc maintenant, comment on fait mieux? De quoi avons-nous besoin pour faire mieux? Et c'est ça qui est fondamental. Et là, tu t'inclus dans le fait que, en fait, c'est toi qui as fait l'erreur et que tu vas être capable de voir tout le monde ailleurs. Mais bien sûr, c'est essentiel. Donc, de la même manière que j'accepte le droit à l'erreur chez les autres, je suis aussi douce avec moi-même, je l'accepte chez moi aussi. Ouais. Et du coup, dans ton style de leadership, il y a cette notion d'erreur, de poser vers l'erreur. Et puis, il y a le travail sur le collectif. Le collectif, au sens de faire grandir le collectif. Là, on a beaucoup parlé tout à l'heure de succès collectif, mais il y a aussi comment faire grandir un collectif ensemble pour que le collectif soit encore plus performant dans sa manière d'interagir les uns avec les autres, la connaissance de soi, cette humilité aussi à dire les choses. Musclé, quoi. Exactement. Donc, oui, j'ai un leadership très humaniste. Je sais pas, tu as des exemples à nous partager? Des choses concrètes? Mon équipe dirigeante aujourd'hui me fait des retours sur cette capacité à être ensemble. On a un collectif qui est bienveillant, qui est capable de se challenger, qui pose les sujets. Donc, du courage. Ouais, du courage.
fait, ça amène du courage. En fait, le fait d'être bienveillant et d'accepter ce droit à l'erreur. Mais je mettrais même pas ça sous l'angle du courage parce que non, au final, ça devient facile parce que le contexte est bienveillant. Exactement. Et puis, tiens, un exemple qui me vient en tête, c'est il y a quelqu'un dans mon équipe qui m'a dit dernièrement, écoute, c'est la première fois de ma vie que j'ai un boss à qui je sens que je peux tout dire et que j'ai pas besoin d'enrober le sujet pour en parler. OK. Ça, pour moi, c'est une marque de confiance, c'est une marque de lien qui s'est créée. Et puis, c'est une marque aussi de capacité à être authentique et à te poser les sujets, les vrais sujets. Et puis, quand tu es capable d'arriver à ce stade-là, ça veut dire que tu peux aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite pour revenir à la rapidité. Parce que finalement, quand on se dit pas les choses, on tourne en rond et puis il y a des sous-entendus et puis il y a des incompréhensions. Donc, moi, j'aime bien quand les choses sont dites et puis on est transparent sur là où on veut aller et pourquoi on veut y aller. J'ai l'impression que c'est dans les deux sens, que ce soit dans une bonne direction ou qu'on doit rétro-pédaler. Si on a confiance, on va le dire plus vite et on va... Exactement. Mais quand j'ai eu ce retour-là, je ne m'attendais pas à ça parce que souvent, en tant que dirigeant, on ne se rend pas forcément compte de l'effet qu'on génère chez les collaborateurs. Et puis, c'est tout l'intérêt du feedback, parce que le feedback, qu'il soit positif ou constructif, j'aime mieux utiliser le mot constructif que négatif, ça t'aide à prendre conscience de ce que tu es, de ce que tu génères et puis de faire mieux. Parce qu'il y a des moments où tu te rends pas compte de ce que tu génères chez les collaborateurs, très clairement. Ouais, donc c'est de l'écoute et ça m'amène à un sujet en fait, d'authenticité où régulièrement je pose la question à une communauté Pharmamind sur LinkedIn pour savoir en fait, comment ils voient aujourd'hui c'était comment ils voient l'authenticité en fait en entreprise. Est-ce que c'est essentiel, secondaire, dangereux? Toi tu prônes en fait l'authenticité, ça explique que c'est fondamental. On comprend en fait que ça vient en fait avec sa part de je sais pas, contradiction ou voilà, un effet humain où il y a des bons et des côtés qui sont parfois plus difficiles à gérer. On parlait d'harmonie pour un leader, des choses comme ça. Pour toi, du coup, c'est qu'est-ce que tu en penses en fait? Est-ce que tu penses que c'est essentiel, j'ai l'impression? Oui, essentiel. Ouais. Je peux pas dire le contraire avec tout ce que je viens de te raconter. Mais peut-être le dangereux, je sais pas. Non, dangereux, c'est un peu trop fort comme mot, mais il y a des attentes par moment vis-à-vis du leader qui sont c'est paradoxal, c'est assez contradictoire même. On veut que les leaders soient authentiques, mais quelque part, quand on a un leader qui est trop authentique, ça peut étonner par moment, puisque les collaborateurs sont en attente d'une certaine posture du dirigeant. Mais dès lors qu'on a dit le mot posture, on sort de l'authenticité. C'est-à-dire que la posture engage un masque, engage une façon d'être qui n'est pas nécessairement la pleine authenticité. Donc, il faut arriver à trouver cette juste mesure entre ce qui est aussi attendu par les collaborateurs pour être dans une position légitime, reconnue, etc. Et dans cette position d'authenticité. Et puis, il ne faut pas confondre les sujets. Authenticité, ça ne veut pas dire qu'on est copains. Voilà, c'est pas ça. L'authenticité, c'est juste de se dire, moi, je viens au travail comme je suis. C'est comme chez McDo. Comme je suis, ou il y a une autre version, c'est la meilleure manière que je peux me montrer. Oui, si on veut, mais déjà là, de dire la meilleure manière dont je peux me montrer, il y a quelque chose de la transformation. Oui, une posture. Une posture, exactement. Et puis pour moi, l'authenticité, c'est aussi quelque chose qui rend heureux, qui te permet d'être en phase avec toi-même et puis d'être calme par rapport à ton travail, par rapport à tes équipes, par rapport à ton engagement, d'être dans une posture en continu, mais tu imagines l'énergie que ça demande. Pour moi, j'ai beaucoup d'énergie, mais mon énergie, j'ai pas envie de la mettre là-dessus parce que ça me demanderait beaucoup trop d'énergie que de ne pas être moi-même. J'aime bien. Non, j'aime bien. Et la notion de sécurité, en fait, qu'un leader aussi doit renvoyer. Si tu montres aussi des failles, c'est peut-être un côté un peu insécure. Comment tu regardes ça? On peut le voir des deux côtés. C'est-à-dire que de montrer des failles, oui, ça peut insécuriser les collaborateurs parce que le collaborateur est en attente d'un dirigeant fort et rassurant à l'épreuve de tout.
Mais quelque part, ça humanise aussi. Et puis, on est tous humains, hein, on est tous des personnes individuelles, singulières, avec nos vies de famille. Moi, je suis une mère avec 2 enfants, etc. Donc, je ne peux pas nier toute cette partie de ce que je suis. Et puis, quelque part, je trouve qu'à l'inverse, ça apporte une forme de sécurité parce que ça permet aussi aux collaborateurs d'être lui-même authentiques. Pour aller plus loin. Donc, finalement, on est tous dans une safe zone en étant authentique. Il y a une forme d'empathie, de reconnaissance de l'autre pour ce qu'il est et non pas pour le poste ou la position. D'ailleurs, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis très hiérarchique dans ma façon de penser. Certes, je suis la dirigeante de l'entreprise, mais j'ai toujours du mal à me positionner en tant que directrice générale au-dessus de tout le monde, parce que, bon, évidemment, sur un organigramme, je suis au-dessus de tout le monde, mais pour moi, je suis dans le même bateau. J'ai juste pas le même rôle que les collaborateurs, donc on avance ensemble. Et puis, c'est ce qui fait la force du système. Mais enfin, je trouve ça intéressant, en fait, la manière dont tu poses l'authenticité, parce que c'est aussi... c'est souvent décrié, souvent quand il y a aussi des moments de tension dans une entreprise. On a tendance à remettre vers des schémas qui sont peut-être peu classiques, moins aventureux que tu présentes, ou peut-être diversifiés aussi. Après, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être que la taille de la structure dans laquelle j'évolue le permet, autorise. Bien sûr, parce qu'en fonction des tailles d'entreprise, on n'a pas forcément les mêmes façons de fonctionner. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, plus l'entreprise est grande, plus il y a besoin de structuration. Et puis, plus il y a besoin de structuration, plus on est dans le process. Et puis, plus on... Je ne vais pas dire qu'on déshumanise, c'est pas ça, mais cette forme d'authenticité est peut-être moins permise parce que moins attendue. Mais je ne sais pas. Ouais, mais je ne sais pas. C'est forcément essentiel, en fait. C'est ça. Je veux dire, tout le monde a besoin d'innover, que ce soit une grosse ou une petite boîte. Et a besoin d'avoir des collaborateurs qui soient pleinement engagés et, comme tu dis, peut-être heureux. Oui, complètement. Puis je pense que cette proximité aussi du dirigeant vis-à-vis de ses collaborateurs fait aussi ça fait partie de l'authenticité. Pour moi, d'être juste dans la considération de l'autre, très clairement. Donc, évidemment, dans une boîte de 1000 personnes, on ne peut pas être proche de tous les collaborateurs. Il y a des personnes qui sont proches se considèrent être proches de beaucoup de collaborateurs, même dans des grosses structures. Oui, tout à fait. Et puis, ça me paraît fondamental. Moi, c'est important. C'est important. Ouais, donc toi, pour ça, pourquoi pas, quoi. Exactement. Pourquoi pas. Il n'y a pas une taille critique où on se dit, en fait, non. Non, puis bon, si on va sur l'authenticité, moi, je suis une grande émotive, une grande émotionnelle. Quand je suis hyper fière des équipes, je peux être émue. Ouais. Ça ne me gêne pas du tout d'être émue devant les collaborateurs. Parce que pour moi, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de raison de cacher ce qui est vrai, quelque part. Et puis, je considère que ça ne me fragilise pas pour autant. Mais ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que tu as suffisamment confiance en ce que tu ressens. Oui, puis je sais... Ça ne va pas te démonter. Exactement, je sais ce que je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que j'apporte. Donc, il n'y a pas de sujet à se remettre en question là-dessus. J'aimerais parler d'un dernier sujet qui est la responsabilité d'Apharma. Comment tu vois ça, en fait? Toi qui as vécu un peu de monde académique, et puis là tu es au contact de cette ONG, et puis tu es un pied dans la pharma. Comment tu regardes ça? Comment tu le lis? Moi, je suis persuadée du rôle et de la responsabilité que nous avons tous à titre individuel, mais aussi en tant que dirigeante d'entreprise. Pour moi, l'entreprise doit être citoyenne. On a un rôle très fort à jouer. Donc, on parle de RSE, mais moi, pour moi, ça dépasse la RSE, donc sur ce rôle sociétal et environnemental. On a un rôle citoyen. Dans l'industrie pharmaceutique, les médicaments sont financés par les deniers publics. Donc, quelque part, on se doit de redonner au système. Et puis, finalement, l'objectif de nos métiers, de ce qu'on fait au quotidien, c'est d'apporter de la valeur ajoutée, d'apporter de l'innovation, d'apporter des solutions pour les médecins et pour les patients et pour le système de santé in fine. Donc ça, pour moi, c'est une responsabilité très forte. Nos métiers le veulent.
Donc, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, puisque d'emblée, de par nos métiers, on apporte de l'innovation qui permet de traiter les patients. Donc, on joue ce rôle citoyen. Et au-delà de ça, toute entreprise, qu'elle soit pharmaceutique ou pas, a ce rôle citoyen à jouer. Quand on réfléchit à la société ou à l'échelle du pays, tous les citoyens français ont un travail, pas tous, mais ceux qui travaillent ont un travail, sont acteurs du développement et de la valeur ajoutée créée pour le pays. Donc, quelque part, si l'entreprise ne joue pas ce rôle citoyen, qui va le jouer? Donc, ça se joue à plein de niveaux. Donc, la question, on parlait de la question de la femme, donc les questions d'égalité, d'intégration, d'inclusion. L'entreprise doit être inclusive, mais ça, c'est un rôle citoyen et sociétal. On parle de tout ce qui est environnemental. Aujourd'hui, la question climatique, elle est essentielle. On parlait de changement tout à l'heure. En fait, le vrai changement qui doit intervenir aujourd'hui, c'est ça. C'est comment aujourd'hui engager pour répondre à ces problématiques qui sont juste aiguës de changement climatique. Quelle responsabilité on a en termes d'éco-conception de nos produits, en termes d'efficacité énergétique, en termes de respect des écosystèmes. Donc, c'est des questions qui sont juste très importantes aujourd'hui et c'est là où le rôle citoyen d'entreprise intervient. Bon, évidemment, il n'y a pas que l'entreprise sur les questions environnementales. Je pense que les décisions doivent être d'abord et avant tout politiques pour être ensuite déclinées au niveau des entreprises. Mais on le voit, et puis l'efficacité aujourd'hui, elle n'est pas qu'économique, elle doit être aussi, la performance, elle doit être aussi en lien avec l'humain, le social, l'environnement, et pas que financière. Donc, d'où cette inscription dans le rôle citoyen. Et puis, bon, là, je fais une petite parenthèse pour reboucler sur le début de notre entretien. Donc, on parlait de Tulip. Pour moi, Tulip, je suis ravie à plusieurs niveaux. Je suis française depuis une dizaine d'années. Redevenir à mon pays, c'est important. Donc, je suis aussi canadienne. J'ai pas perdu ma nationalité. Mais en tant que citoyen, pour moi, Tulip, c'est une ONG qui fait... qui apporte une certaine lumière de la France vers l'extérieur et je suis contente de pouvoir contribuer en tant que citoyenne, au-delà de mes fonctions dans l'entreprise, de pouvoir contribuer justement au rayonnement de la France à l'extérieur. Puis, une de mes plus grandes déceptions, c'est que moi, j'ai quitté le Canada tout de suite après mes études, quand j'ai eu ma thèse. C'est de ne pas avoir pu redonner à mon pays ce que mon pays a investi sur moi. Je suis un peu Kennedy là-dedans. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et je pense que si tout le monde avait ce sens citoyen, la société irait bien mieux, puisqu'on aurait ce sens du collectif, on aurait ce sens d'aller vers l'autre, et puis on serait moins dans cette individualité. Donc, le sens citoyen, pour moi, ça s'inscrit vraiment là-dedans. Et puis, dans l'entreprise, par exemple, il y a plusieurs entreprises qui le font, donc c'est pas forcément rien de très innovant, mais on donne des journées de bénévolat aux collaborateurs pour s'engager sur des causes qui les touchent, pour justement redonner du sens aux collaborateurs, au regard de leur travail, de leur implication, etc. Puisque finalement, donner... je l'ai souvent dit, même je me souviens à l'époque quand j'ai commencé à faire du bénévolat avec les enfants cancéreux, les gens disaient « mais t'es généreuse, t'es généreuse ». Je dis « non, mais il ne faut pas croire ». Je dis certes, je passe une journée, mais ça m'apporte énormément, ça me donne énormément de sens. Ouais. Donc tout ça, ça s'inscrit là-dedans. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, ce contrat sociétal, contrat collectif. C'est intéressant. Et tu penses que le fait que tu aies aussi un regard canadien sur ce qui se passe aussi ici, c'est quelque chose que tu penses que tu as un regard différent? Il y a des choses, je sais pas, un constat d'étonnement ou des attitudes qui... Ouais, je veux pas opposer les deux cultures parce qu'il y a du bien, il y a du bien dans les deux cultures et puis il y a des différences, oui, évidemment. La France, par exemple, c'est le pays de Descartes, donc on réfléchit énormément en France. J'adore réfléchir, donc ça me passionne, je trouve ça fabuleux. Mais il y a un moment où la réflexion n'amène pas au passage à l'action. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de s'inscrire dans l'action pour avancer. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, le droit social français, par exemple, donc on a
On a un droit social qui est juste fantastique avec les congés payés, le nombre de semaines de congés, la retraite qui, bon, certes, ça a été décrié, mais on reste quand même dans un pays privilégié en France si on compare avec d'autres pays. Si je prends juste la question de l'emploi et puis du travail, souvent on parle de la motivation au travail. Qu'est-ce que l'entreprise fait pour motiver les collaborateurs? Mais ça, c'est quelque chose qui me trouble par moment parce que culturellement, moi, j'ai pas été habituée à ça. Pour moi, ta motivation, elle est intrinsèque et puis c'est toi qui te motive pour faire autre chose, pour te dépasser et puis t'amener à être plus grand que toi-même parce que ton travail n'est pas pérenne. Au Canada, si tu te fais licencier le vendredi, tu pars le vendredi. Ouais. Et puis le chômage au Québec, c'est 6 mois. Donc, on est vraiment sur des systèmes qui sont différents. Donc, on a cette capacité peut-être à rebondir plus rapidement et puis à moins prendre le système comme étant un acquis qui rend les choses... par moment, en tout cas pour moi, culturellement un peu difficile en France, même si, comme je l'ai dit, je trouve que c'est fantastique, c'est fabuleux et puis c'est bien d'avoir cette protection sociale. Mais il y a des moments où je suis un petit peu en déphasage par rapport à la réalité de la France versus ce que moi j'ai pu connaître dans mon pays. Ouais, c'est ce qui t'amène à avoir une sensibilité différente et aussi peut-être de respecter encore plus les choses que tu vois bien faites. Exactement, exactement. Écoute, merci Karine, merci beaucoup. Je crois que c'était un moment où tu t'es aussi dépassée parce que tu n'as pas forcément cette volonté de te mettre en avant toi, mais plutôt tu viens de mettre en lien collaborateur. Donc, merci à toi. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Non, mais je te remercie de faciliter l'exercice. Merci Karine. À bientôt. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode, mais avant de vous dire à la semaine prochaine, j'ai quelques détails à vous partager. Si vous voulez continuer la discussion avec les invités, vous pouvez aller directement sur LinkedIn. Je vous mets le lien du post dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez me contacter pour des questions ou pour proposer de nouveaux invités, le plus simple, c'est de m'écrire directement dans la messagerie de LinkedIn. Ah, et une dernière chose, pour m'aider à supporter ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le plus efficace pour moi. À bientôt!